ce soir, on a la première conférence du cycle 2019-2020 organisée avec le laboratoire Migrinter, donc le cycle sur les migrations internationales. Donc ça fait déjà une dizaine d'années qu'à l'Espacement d'Esprance, on organise ce cycle de conférences. Et depuis l'an dernier, on a fait le choix de thématiser. Donc l'an dernier, pour ceux qui avaient assisté, c'était sur les femmes, migration et engagement, organisé donc avec Adelina Miranda et Sarah Psibil. Et cette année, changement de partenaire. On a le plaisir de travailler avec Brenda Lebigot, maîtresse de conférence en géographie, Jordan Pinel, qui est doctorant en géographie. Et la thématique qui a été retenue est sur migration et cycle de vie. On a voulu un peu une sorte de photographie de la migration tout au long de la vie, toutes les classes sociales, tous les profils. Et je vous invite à la sortie à prendre le livret Sciences et Société, dans lequel vous avez les différents cycles qui sont organisés en sciences humaines et sociales. Et pour nous, l'Espacement d'Esprance, c'est important ce cycle qui permet la rencontre justement entre des chercheuses et des chercheurs de terrain avec la société civile, donc vous en l'occurrence, et faire partager un peu le contexte géographique, historique, social et les problématiques très contemporaines sur les questions de migration. Donc je remercie Lama Kabandi d'ouvrir ce cycle et je laisse la parole auquel de vous deux, à vous deux en même temps. À toi, Jordan. Merci beaucoup. Merci beaucoup Héloïse. Donc merci à tous d'être là. Donc comme Héloïse le disait, l'année dernière on a interrogé les migrations au prisme du genre. Cette année on va s'intéresser au cycle de vie. Parce que, comme on le sait, on a de nombreuses étapes au cours du parcours de vie qui peuvent s'accompagner par des changements de lieu de vie et des changements d'ancrage. Les étudiants qui sont là le savent. Par exemple, quitter le foyer familial, ça fait partie de ces changements importants dans le parcours de vie. Partir faire des études, trouver un emploi, fonder une famille, prendre sa retraite. Voilà un peu toutes les différentes étapes qu'on peut citer, entre autres. Et donc, envisager souvent à l'échelle nationale, ces migrations, finalement, sont liées à des moments de vie spécifiques qui composent largement les migrations internationales également et qui font la mondialisation aujourd'hui. Rappelons en introduction les distinctions fondamentales entre des notions souvent rapprochées, donc l'âge, génération, parcours de vie. En fait, un âge, c'est une coordonnée sociale. Ça permet de situer quelqu'un dans son parcours de vie, mais l'âge, c'est également un élément qui situe quelqu'un dans une génération. Avoir 30 ans dans les années 60, c'est pas avoir 30 ans aujourd'hui, c'est pas la même chose. Autrement dit, l'âge est relatif, si on peut dire. Être vieux, être jeune sont des réalités sociales variables dans le temps et selon les sociétés. Mis en relation avec la migration, l'âge va renvoyer d'une part à des catégories institutionnelles qui peuvent fortement conditionner la migration. Et l'exemple de ce soir dont va nous parler Lama Kabandi avec le statut étudiant est un bon exemple. On va penser aussi au statut de retraité que va évoquer au mois de janvier Corinne Berili, qui est juriste au sein de l'espace migrant âgé de l'association Hommage à Bordeaux. Elle va intervenir notamment à propos des personnes immigrées en France, arrivées à l'âge de la retraite, et évoquera notamment leur accès aux droits sociaux. Donc on disait, l'âge, le moment du parcours de vie, c'est souvent aussi une catégorie institutionnelle qui a une place, un sens, qui conditionne la migration. Donc les étudiants, les retraités, mais aussi bien sûr les mineurs. Vous savez que c'est un thème, les mineurs non accompagnés, c'est une figure importante des études migratoires contemporaines, notamment à Migrinter, où il y a pas mal de recherches là-dessus. Un statut qui soulève un ensemble de questions, notamment sur la prise en charge de ces jeunes se déclarant mineurs, la prise en charge ou la non prise en charge. Alors sur ce thème, on aura une table ronde qui conclura en fait le cycle. Une table ronde avec Laure Bonnet, qui est metteuse en scène et comédienne, Cyril Hernandez, qui est compositeur, musicien et directeur artistique. Vous devez vous dire quel rapport, j'y reviendrai. Yasmina Brunet, coordinatrice culturelle de ressources et réseau pour les mineurs isolés étrangers en Vienne. Et Françoise Iquel, sociolinguiste et éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse à la retraite.
Donc voilà, hein, vous devez vous dire, mais pourquoi une metteuse en scène? Donc on est très, justement, on est très heureux pour la fin du cycle, pour la clôture de ce cycle, sur le thème des mineurs, les mineurs non accompagnés, de proposer une séance un peu à l'interface entre art, science et témoignage, avec donc une journée en fait qui commencera par un atelier immersif. Qui est réalisé par Cyril Hernandez, qui s'appelle Cosmophonie. Et donc, vous pourrez y participer en fait sur inscription. Il y aura 2 créneaux, un le matin et un l'après-midi. Donc, il faudra faire attention si vous voulez y venir. Donc, vraiment, c'est un atelier immersif sur la parole des jeunes. Voilà, on est très content de vous proposer un format un petit peu différent pour conclure le cycle. Sur la mise en relation entre migration et cycle de vie. Donc vous voyez qu'on a 3 interventions qu'on vient de vous détailler là qui renverront à la notion de statut lié à l'âge, lié au cycle de vie, aux études, etc. Mais on a aussi, disons, le cycle de vie et mis en relation avec les migrations nous amène aussi à interroger le migrant et son entourage, notamment son entourage familial qui évolue au fil de la vie. Et donc on aura deux conférences, une sur l'expatriation avec les notions de reconfiguration familiale présentée par Karine Duplan le 5 décembre, où elle évoquera en fait les liens entre reconfiguration familiale et expatriation, notamment avec le renforcement des rôles genrés dans le cadre de l'expatriation, notamment le rôle de l'épouse, la femme qui suit l'expatrié. Et puis on aura une dernière intervention dans ce lien avec l'entourage familial de Thomas Firsch, ce sera la prochaine en fait, sur le rôle des grands-parents. Le rôle des grands-parents imbriqué en fait dans des migrations entre la France et l'Italie, donc des migrations de plusieurs, au final, générations. Donc vous voyez que dans ce programme, on a du coup une diversité de figures de migrants et de migrantes qui, s'inscrivent, qui sont aussi bien marqués en tout cas par des parcours liés à la contrainte et par des parcours liés aussi au privilège de pouvoir migrer parfois. Donc on est assez contents, bon c'est pas un hasard, hein, puisque Jordan et moi on travaille sur des migrations disons un peu plus privilégiées ou en tout cas un peu moins contraintes que d'autres. Donc voilà, on est aussi content de pouvoir vous proposer un cycle avec un décloisonnement de cette catégorie migration qu'on aborde de façon assez large et complexe. Voilà, donc merci à toutes et tous d'être là ce soir, quand même aussi. Et on vous souhaite une bonne conférence. Et donc, on va laisser la parole à Lama. Donc, Lama Kabanji, qui est démographe. Donc, on n'a pas précisé les disciplines de chaque intervenant, mais vous verrez que ce sera également assez varié au fil du cycle. Donc, Lama qui est démographe à l'IRD et au CEPED, et donc qui va nous parler des étudiants. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être à Poitiers pour parler d'un sujet qui a fait l'actualité pendant plusieurs mois, une partie de l'actualité, entre novembre 2018 et avril 2019, et qui a mis à l'ordre du jour la question des mobilités étudiantes en France. Vous avez tous probablement entendu parler de la nouvelle stratégie que le gouvernement veut instaurer pour gérer les mobilités étudiantes vers la France et qui est plus connue sous le label Bienvenue en France. De cette stratégie, vous avez probablement surtout entendu parler de la hausse des frais d'inscription que ce plan-là instaure en différenciant entre les étudiants non résidents de l'Union européenne et les autres. Donc aujourd'hui, j'ai un peu orienté ma présentation autour de cette problématique en vous montrant comment cette réforme actuelle de la stratégie d'attractivité pour les étudiants internationaux, comme elle a été nommée, dans le contexte plus large de la gestion de l'immigration en France depuis les années 2000. Donc, pour commencer, ce que je voulais vous proposer, juste pour que vous sachiez un peu ce dont on parle, je voulais vous faire écouter un petit extrait du discours qu'Édouard Philippe a prononcé pour présenter cette nouvelle stratégie le 19 novembre 2018. Donc c'est un petit extrait audio, ça dure 1 minute 40, et puis après on pourra en rediscuter. Une seconde étape, tout aussi importante, consiste à gagner la bataille de la concurrence internationale entre nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche.
une bataille pacifique, évidemment. Mais c'est une bataille qui a des enjeux considérables. En accueillant les étudiants les plus brillants et les plus méritants, et qu'ils viennent de Pékin ou de Kinshasa, qu'ils étudient l'intelligence artificielle ou la linguistique médiévale, nous serons nous-mêmes beaucoup plus forts. En projetant partout dans le monde notre enseignement supérieur et notre recherche, nous permettrons de multiplier les points de contact, les points d'influence, les points d'accélération entre la langue française, entre cette communauté francophone et les pays de destination. Nous devons nous donner les moyens de cet enrichissement. C'est ce que vise notre stratégie Bienvenue en France, qui est sous-tendue par deux ambitions. Augmenter le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans nos écoles et nos universités, et instaurer un principe d'équité solidaire en faisant payer les étudiants étrangers qui en ont les moyens pour financer des bourses destinées aux moins fortunés et aux plus méritants des autres étudiants qui sont accueillis. Cette stratégie cherche, en somme, à opérer une forme de révolution, que notre attractivité ne soit plus en partie fondée sur la quasi-gratuité, et qu'elle soit fondée sur un vrai choix, un vrai désir, celui de l'excellence. Alors j'ai fait un petit découpage de ce discours qui durait en fait 20 minutes. Mais c'était ce dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, c'est de plusieurs idées qui sont véhiculées par cet extrait qu'on vient d'entendre, au travers des recherches que mes collègues et moi au sein de l'Observatoire Mobilite, qui est basé au CEPED, nous menons depuis quelques années sur le sujet des mobilités étudiantes. Donc juste pour vous présenter plus exactement les trois piliers, comme il est dit dans cette stratégie, donc en fait tout d'abord, ce qui est présenté en premier, c'est la volonté du gouvernement de mieux accueillir les étudiants non européens. Dans ce discours, on fait le point sur les difficultés administratives, les difficultés en recherche de logement, etc., auxquelles les étudiants non européens ont à faire face en France. La solution qui est proposée, c'est de dire que pour mieux accueillir les étudiants, nous n'aurions pas d'autre choix que de les faire payer pour un meilleur accueil. Et donc, ce qui a été proposé, c'est une hausse des frais d'inscription. Au départ, ça devait viser à la fois les étudiants de licence, de master et de doctorat, en les faisant payer environ 16 fois plus que ce qu'ils payent actuellement, c'est-à-dire la même chose que les autres étudiants. Le troisième pilier de cette stratégie, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est l'idée de développer à moyen terme des cursus payants dans 19 pays identifiés comme prioritaires et qui correspondent à la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone, à l'image du nouveau campus franco-sénégalais ou encore de l'université franco-tunisienne qui sont en cours de création actuellement. Et on peut dire que ces deux dernières mesures, donc la hausse des frais d'inscription, mais aussi la délocalisation de l'offre de formation payante française à l'étranger, démontrent assez clairement le choix que le gouvernement actuel fait de se désengager des services publics et d'aller de plus en plus vers une marchandisation de l'enseignement supérieur. Alors, bien sûr, vous avez dû entendre parler des différentes mobilisations qui ont eu lieu, puisqu'il y a eu un large rejet de la communauté universitaire de cette stratégie. Et certains chercheurs ont par exemple travaillé déjà sur les éléments de discours, la manière dont le gouvernement voulait présenter de manière positive une stratégie qui était complètement discriminatoire. Par exemple, parler d'équité financière, comme on l'a entendu dans l'extrait que je vous ai passé, alors qu'il s'agit en gros d'opposer les étudiants européens et non européens, qui pourraient payer plus mais ne veulent pas. Ensuite, au début de ce discours qu'on n'a pas eu le temps d'écouter, beaucoup de références sont faites à l'Afrique, à la Mambankou, hommage aux étudiants venus étudier en France, pour présenter une mesure qui va d'abord viser les étudiants africains, puisque ceux-ci représentent la moitié des étudiants en mobilité en France. Le Premier ministre va aussi parler d'ouverture et de solidarité, ce qui semble assez contradictoire avec ce qui est proposé dans cette stratégie. Ensuite, à différentes reprises, les étudiants non européens sont présentés comme étant des profiteurs qui ne font pas un vrai choix de venir en France et qui ne viendraient que parce que l'enseignement supérieur ici est quasi gratuit.
Donc on va voir à travers les résultats d'une enquête qu'on a faite auprès des étudiants internationaux en France que ce n'est pas du tout le cas. Et finalement, l'intention, enfin l'objectif déclaré de cette stratégie serait d'attirer plus d'étudiants internationaux à travers une mesure qui semble assez illogique, qui est celle de les faire payer plus cher que les autres. Donc on va voir aussi que ça ne semble pas du tout être une mesure faite en ce sens. Et je vais un peu vous présenter ce qui, à mon avis, sont les objectifs non déclarés de ce plan Bienvenue en France. Alors les critiques, il y a beaucoup de critiques qui ont été publiées, à la fois dans des tribunes, mais aussi dans des articles scientifiques, notamment de chercheurs économistes qui travaillent depuis longtemps sur la question des frais d'inscription comme moyen de financer l'enseignement supérieur. Et donc, il y avait plusieurs recherches ont critiqué l'idéologie néolibérale qui sous-tend cette nouvelle stratégie, donc la vision de l'éducation comme étant un marché. Le Premier ministre va parler de compétition, d'attirer les étudiants les plus brillants, les plus talentueux. Ensuite, les arguments économiques qui ont été mis de l'avant, selon lesquels la hausse des frais peut permettre de financer le système d'enseignement supérieur, en fait, serait quasi la seule solution actuellement en France. Et les travaux d'un collectif qui s'appelle ACID ont bien montré qu'il y avait bien d'autres solutions plus efficaces. La question de la sélection sociale que cette mesure va entériner et accélérer. La question de la discrimination dont j'ai déjà parlé. Et dans cette présentation, je vais surtout revenir sur les trois derniers éléments qui vont me permettre, je vous en parle très vite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous faire un petit point sur les mobilisations qui ont eu lieu donc, depuis novembre 2018 contre cette stratégie. Donc, il y a eu beaucoup de motions qui ont été votées par plusieurs laboratoires. Les syndicats étudiants et professionnels se sont prononcés contre, de même que la conférence des présidents d'université. Une pétition a été signée par plus de 300 000 personnes et remise à Frédérique Vidal, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, il y a eu la constitution d'un collectif qui s'est appelé le collectif des Carrés Rouges. Alors, pourquoi les Carrés Rouges? C'est parce qu'en 2012, au Québec, il y a eu une très grande bataille contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants québécois. Et les étudiants qui étaient dans la rue avaient un carré rouge comme symbole de leur lutte. Ce mouvement a duré pendant 6 mois. Les gens hors étudiants sont descendus dans la rue avec les étudiants et ça a finalement abouti à la suppression de la hausse des frais. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de 1 minute qui montre un peu ce qui s'est passé cette année. La dernière image, c'était une action que le collectif des Carrés Rouges avait fait à Beaubourg, donc au musée, pour faire parler de la cause. Donc, où en est aujourd'hui en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'annonce de cette... donc, depuis l'annonce en novembre 2018, en février, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche va annoncer que la hausse des frais ne sera pas appliquée aux doctorants.
Mais on sait par ailleurs que 50% de ces doctorants sont d'abord arrivés pour le master. Donc, ce n'est pas vraiment une solution qui est apportée. L'arrêté est sorti le 19 avril 2019, qui entérine la hausse des frais d'inscription pour les étudiants non résidents de l'Union européenne, de licence et de master, au tarif que je vous ai présenté au début. Et puis, à cette rentrée, il y a 7 universités qui ont décidé d'appliquer la hausse des frais, donc toutes les autres ont décidé de ne pas l'appliquer. Alors, comment ils ont pu faire ça? En fait, il y a une possibilité que les présidents d'université ont de compenser la hausse des frais pour les étudiants avec les fonds de leur établissement. C'est ce qu'on appelle l'exonération, qui est fixée à 10% de l'ensemble des étudiants de l'établissement, sans compter les boursiers. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est des données qui montrent bien qu'en fait, cette année, la plupart des universités pouvaient utiliser ce droit d'exonération, mais d'ici 3 ans, dans la plupart des établissements universitaires, la proportion d'étudiants non résidents de l'Union européenne va constituer plus de 10% de l'ensemble des étudiants, et ce ne sera plus possible de le faire. Par ailleurs, les universités qui décident de ne pas appliquer la hausse des frais se trouvent doublement perdantes, parce que d'un côté, elles n'auront pas la manne financière qu'auraient représenté les frais d'inscription plus élevés, mais aussi, ils vont perdre les financements qui étaient prévus dans le plan Bienvenue en France pour les universités qui appliqueraient la hausse des frais, pour mieux accueillir les étudiants étrangers. Donc ce n'est pas une solution viable à long terme. Alors où en est la mobilisation aujourd'hui ? Donc il y a un recours juridique qui a été déposé au Conseil d'État pour faire reconnaître le caractère discriminatoire de l'arrêté. La décision devrait sortir dans les prochains jours, je pense. Et puis, actuellement, il y a une tentative de jonction des mobilisations entre tous les niveaux de l'éducation, du primaire au supérieur. Alors, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que, en fait, cette réforme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vient accélérer la politique de l'immigration choisie qui a été développée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur au début des années 2000. En fait, depuis la fin des années 90, la France essaye d'attirer plus d'étudiants étrangers en mettant en place des politiques spécifiques à l'égard de ce groupe, soit à travers la promotion de son système éducatif à l'étranger, la création ou la restructuration des agences d'État en charge de la gestion des étudiants, comme par exemple l'agence Campus France, qui a été créée pendant cette période-là, en 2005. Et aussi par des changements législatifs importants qui visaient à faciliter l'entrée et le séjour des étudiants en comparaison avec d'autres types de migrants. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les entrées d'étudiants étrangers sont la 2e voie d'entrée en France après la réunification familiale. À partir de 2003, va se mettre en place une réforme globale de la politique d'immigration. Tout d'abord avec la loi du 26 novembre 2003 qui visait en priorité à lutter contre l'immigration clandestine, puis celle de 2006 qui vise à mieux sélectionner les migrants selon les besoins économiques de la France. Et donc, je cite, à promouvoir une immigration choisie et une intégration réussie, pour reprendre les termes de l'époque. Parmi les migrants qui sont recherchés figurent en bonne position les étudiants et les chercheurs. Et donc, on va retrouver la même terminologie que celle développée dans le plan Bienvenue en France. L'un des premiers arguments qui est avancé pour justifier la mise en place de la stratégie Bienvenue en France, c'est la grande concurrence que se livrent les pays pour attirer des cerveaux. Alors, où se situe la France parmi les autres pays du monde et comment sa place dans le monde a évolué depuis la fin des années 90. C'est assez difficile d'avoir des données comparables entre pays. Nous, pour certains pays, on a pu utiliser des données nationales. Pour d'autres, on a pris les données de l'UNESCO. Et on voit bien que s'il y a un pays qui se détache par rapport aux autres, c'est bien sûr les États-Unis, en termes d'attraction d'étudiants étrangers, suivi par le Royaume-Uni. Ensuite, on a la France qui, aujourd'hui, se positionne en 4e
et qui est souvent en concurrence avec l'Australie, l'Allemagne. La Russie attire aussi pas mal d'étudiants, de même que le Canada. Mais ce qui est important aussi de noter dans ce graphique, c'est l'émergence de nouveaux pays qui sont devenus très attractifs, comme la Malaisie, l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas ou la Turquie. Donc aujourd'hui, en fait, les étudiants ont plus de choix de pays où poursuivre leurs études supérieures. Et donc, on pourrait penser que la peur du gouvernement actuel serait liée à cette concurrence internationale accrue, qui pourrait faire perdre à la France sa 4e position. Mais on pourrait aussi s'interroger sur le choix des stratégies mises en place pour attirer plus d'étudiants, qui est celle de l'augmentation des frais d'inscription. Alors moi, ce que je propose de faire, c'est de regarder entre les lignes et de s'interroger sur l'un des vrais objectifs de cette stratégie, c'est-à-dire une reconfiguration des mobilités étudiantes vers la France qui a été déjà mise en place depuis la politique de l'immigration choisie. Donc la stratégie Bienvenue en France montre bien l'enchevêtrement entre politique d'enseignement supérieur et politique migratoire. Alors, je vais essayer de vous le montrer un peu avec des données administratives françaises. Je vais essayer d'examiner avec vous le lien entre politique migratoire, mobilité étudiante. L'idée, ce n'est pas de dire que telle politique a eu tel impact sur les flux ou les stocks, mais c'est plutôt d'essayer d'interpréter l'évolution des effectifs d'étudiants étrangers en France en lien avec certains changements politiques importants des dernières années. Donc, c'est assez difficile d'avoir des données sur les étudiants étrangers en France. Il y a un système d'information sur le suivi de l'étudiant qui existe et qui collecte des données sur les étudiants étrangers. Les données sont très difficiles à obtenir. Et par exemple, il n'y a pas de données disponibles sur la classe sociale des étudiants étrangers. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a réussi à avoir pour l'instant comme données et comment on peut essayer de les mettre en lien avec certains changements politiques importants. Donc là, ce que vous voyez sur le graphique, c'est l'évolution des effectifs des étudiants étrangers en France dans les universités depuis les années 70. Donc on peut voir tout d'abord qu'il y a une tendance générale vers une croissance des effectifs entre 70 et 2016. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est le lien qu'on peut faire entre certains changements importants dans la politique migratoire et l'évolution de ces effectifs. En 1998, une nouvelle loi sur l'immigration est produite qui s'appelle la loi Reseda. Et dans cette loi, il y a notamment des mesures favorables pour les étudiants. Donc, des mesures de facilitation d'obtention du visa, mais aussi l'obligation pour les ambassades de motiver le refus du visa pour les étudiants étrangers. Et durant cette période, se met en place une augmentation des bourses du gouvernement français pour les étudiants étrangers. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, on a une très forte augmentation, en fait la plus forte sur toute la période, des effectifs d'étudiants étrangers en France. Ensuite, en 2005, sont créés... Donc, avant que je parle de 2005, à partir de 2003, comme j'en ai parlé tout à l'heure, va se mettre en place une réforme globale de la politique d'immigration. C'est la politique de l'immigration choisie. Et c'est en 2005, donc durant cette période-là, que sont créés les centres pour les études en France, qui vont devenir ensuite Campus France. Et on peut voir que la mise en place de ces centres en 2005 va coïncider avec une période où les effectifs d'étudiants étrangers vont un peu diminuer. Vont beaucoup diminuer. La croissance, la rapidité aussi de la croissance pour la période suivante va être beaucoup plus faible que celle d'avant. Donc on voit un effet de la politique de l'immigration choisie sur l'augmentation des flux étudiants vers la France. Et par ailleurs, on voit aussi un lien qu'on pourrait faire entre la création de ces centres qui vont devenir Campus France, qui pourrait aussi mettre en lien avec le fait que ces agences-là, l'agence Campus France, va de plus en plus jouer un rôle dans la sélection des étudiants étrangers dans leur pays d'origine, à travers plusieurs mesures, notamment la mise en place de plus en plus d'exigences quant aux ressources économiques que dont les étudiants étrangers disposeraient, etc.
Ensuite, ce qui va se passer pendant cette période, c'est la loi de 2006, et on voit la tendance continuer vers une décélération de la croissance des effectifs étrangers. Et puis va arriver l'épisode de la circulaire Guéant, dont vous avez peut-être entendu parler en 2011, qui visait à limiter le droit des étudiants étrangers de travailler une fois leur diplôme obtenu. Et là, on peut voir un effet assez rapide de cette loi. Donc la loi, elle va être mise en place en 2011 et on voit même un effet sur les premiers titres de séjour, donc sur l'entrée, pas seulement sur le séjour des étudiants, mais même sur le nombre de titres de séjour qui vont être accordés à des étudiants. Donc entre 2011 et 2012, le nombre de titres de séjour baisse, ce qui voudrait dire que cette circulaire a non seulement eu pour effet de limiter les possibilités de séjour en France, mais a aussi conduit à une baisse des flux et donc une sélection à l'entrée. Heureusement, cette circulaire va être abrogée en 2012, donc elle ne va durer qu'un an, son effectivité ne va durer qu'un an. Et par la suite, on voit une augmentation des titres de séjour. Alors, ce qu'on pourrait déjà dire avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il semblerait qu'en fait, la période qui a correspondu à la plus forte augmentation des effectifs d'étudiants étrangers en France était une période où l'obtention du visa était facilitée et de même que les conditions de séjour, mais également où il y avait plus de bourses permettant la mobilité des étudiants étrangers. Par contre, la période qui va suivre, qui est celle de la mise en place de la politique de l'immigration choisie et qui va correspondre à une période où les étudiants étrangers vont de plus en plus être sélectionnés sur la base à la fois de leur classe sociale, mais aussi de des régions d'origine dont ils proviennent, on en reparlera un peu plus tard, va également correspondre à une période où il y aura ralentissement de la progression des effectifs d'étudiants étrangers en France. On peut donc s'interroger sur la pertinence d'une réforme appelée Bienvenue en France, qui est présentée comme un moyen d'attirer plus d'étudiants vers la France. Alors, un autre argument qui était développé par Édouard Philippe, c'était que les étudiants internationaux ne viendraient ici que parce que l'enseignement supérieur serait quasi gratuit et non pas pour l'excellence des établissements d'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? Tout d'abord, résumer les facteurs qui font que des étudiants vont aller dans un pays pour faire leurs études plutôt qu'un autre à une question de frais de scolarité où c'est un peu réducteur en fait, parce que plusieurs recherches ont déjà démontré l'importance de nombreux facteurs qui vont orienter les choix des étudiants internationaux. Par exemple, la proximité géographique, culturelle et linguistique, la connaissance de la langue très importante, de même que les liens historiques entre le pays d'origine et de destination. La réputation du système éducatif dans le pays d'origine compte aussi, bien sûr, mais aussi l'offre d'enseignement à l'origine. Ensuite, étudier à l'étranger a un coût qui ne se résume pas uniquement au coût d'inscription. Il y a également, bien sûr, les difficultés liées à l'obtention du visa, au renouvellement du titre de séjour, la possibilité de travailler après les études, etc. Donc, avec des collègues, on a mené une enquête en ligne en France, en Espagne et en Angleterre en 2016-2017 qui s'appelait l'enquête AIMS. Cette enquête, donc c'était une enquête en ligne. Un questionnaire a été envoyé auprès d'étudiants internationaux inscrits en master ou en doctorat. En France, on a réussi à obtenir les réponses de 1173 étudiants de master et de doctorat de différents pays du monde, dont 643 inscrits en master, 520 en doctorat, et 50% de ces étudiants étaient des femmes. Donc ce que je vous présente là, ce sont... on leur a demandé quelles étaient les principales raisons qui les ont conduits à venir faire des études en France plutôt que dans un autre pays. Et ils devaient indiquer l'importance accordée à chacune des 16 raisons que nous avions identifiées dans le questionnaire. Et en fait, ce qu'on voit dans ce graphique, je vais vous le montrer de manière un peu plus claire ici, c'est que les 6 principaux motifs pour lesquels ils viennent en France sont tout d'abord liés à la réputation des établissements d'enseignement supérieur français, mais surtout aussi
à la valeur du diplôme français sur le marché du travail. Donc, le fait qu'avoir un diplôme français leur permet d'améliorer leur future carrière au niveau international, mais aussi dans leur pays de naissance. Donc, ça, c'est le motif, possibilité d'améliorer votre future carrière dans le PN, ces pays de naissance, mais aussi possibilité d'améliorer votre future carrière dans le pays des études. Donc, ça veut dire qu'en fait, on pourrait dire que les deux principaux motifs qui font que les étudiants viennent étudier ici, c'est à la fois l'excellence, la perception de l'excellence de l'enseignement français et la valeur du diplôme français. Viennent ensuite, bien sûr, la question du financement, qui est importante, et la connaissance de la langue. Alors, on a beaucoup parlé aussi des étudiants d'Afrique. Qu'en est-il des motifs que ces étudiants-là ont avancés? En fait, ils ressemblent à ceux que l'ensemble des étudiants nous ont déclarés. Et donc, quand on regarde leurs 6 principaux motifs, ils sont à peu près les mêmes. Il y a juste une hiérarchie un peu différente, mais on voit que c'est toujours la valeur du diplôme français sur le marché du travail, de même que la perception du prestige et de l'excellence de l'institution française dans laquelle ils font leurs études. Donc, les réponses de notre enquête correspondent avec d'autres enquêtes qui avaient été faites précédemment en France sur ces questions-là et qui montrent bien que l'idée que les étudiants ne viendraient ici que pour la gratuité de l'enseignement est tout à fait fausse. Et en fait, quand on regarde nos données, on voit que ce sont surtout les étudiants nord-américains et les étudiants européens qui vont mentionner le faible coût des études comme facteur principal pour venir étudier en France. Donc, contradictoire avec l'idéologie en cours actuellement. Alors, ce qu'il est intéressant aussi de voir maintenant, c'est l'effet que pourrait avoir cette accélération de la politique de l'immigration choisie sur la reconfiguration des mobilités étudiantes vers la France. Comment on peut étudier ça avec le peu de données administratives que nous avons? Eh bien, on a réussi à avoir des données sur le nombre d'étudiants étrangers dans les universités. Donc ça, c'est la courbe en bleu. Et le nombre des étudiants étrangers dans les autres types d'établissements, comme les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, et donc plutôt des formations payantes. Et en fait, là, ce qu'on voit assez clairement, c'est que si la loi Reseda alors les lignes ne sont pas à la bonne place, donc la loi Reseda devrait être en 98. Donc on voit en tout cas que la loi Reseda, elle a surtout eu un effet positif sur l'augmentation très rapide des effectifs d'étudiants étrangers dans les universités, entre 1998 et 2006, ça devrait être ici. Par contre, la tendance de la courbe pour les étudiants étrangers dans les autres types d'établissements, en particulier les formations payantes, elle a augmenté de manière constante entre 1998 et 2016 et n'a pas vraiment été affectée par la politique de l'immigration choisie. Alors qu'on va voir que les effectifs d'étudiants étrangers dans les universités vont avoir tendance à beaucoup baisser pendant la période post-2003, en fait. Et aujourd'hui, en fait, entre 1998 et 2016, la proportion des étudiants inscrits dans des formations autres que des universités a augmenté de 22% à 29%. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que déjà en 2016, il y a un mécanisme de polarisation entre des établissements payants qui deviennent de plus en plus attractifs pour les étudiants étrangers et les universités. Et on pourrait s'attendre à ce qu'un plan comme Bienvenue en France irait accélérer de beaucoup cette tendance. Autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est est-ce qu'il y a eu un effet différencié selon les origines des étudiants? Donc là, on voit tout d'abord l'importance des mobilités du continent africain, donc Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, qui est la courbe en rouge et qui se démarque des autres. Mais on voit aussi que ce sont les étudiants originaires de l'Afrique, donc la courbe en rouge, qui sont les plus... donc la courbe, elle est celle qui est la plus affectée par les changements politiques de toute la période. Alors que pour les autres étudiants, on a les étudiants de l'Union européenne
qui est la courbe en orange, qui va progresser pendant toute la période, va être moins sensible aux effets des politiques. C'est normal parce que avec la construction de l'Union européenne, les politiques vont beaucoup changer et il n'y aura plus les mêmes dispositions légales pour les résidents de l'Union européenne et les autres. Mais on voit aussi que les courbes des étudiants originaires d'Amérique, qui est la courbe en vert, va progresser de manière assez constante pendant toute la période. De même que la courbe des étudiants originaires d'Asie, qui va, elle, progresser plus rapidement. C'est la courbe en mauve. Je ne sais pas si on voit pas très bien la différence. Ce qu'on pourrait regarder aussi, c'est par pays, est-ce qu'il y a vraiment des pays qui ressortent plus que d'autres? Alors, on voit très clairement qu'il y a deux principaux pays dont sont originaires les étudiants étrangers, que sont l'Algérie et le Maroc. Et on voit aussi que les étudiants algériens et marocains, donc les courbes en vert et en rouge, sont celles qui sont les plus réactives aux changements politiques. Ce qui est aussi intéressant à noter sur ce graphique, c'est l'augmentation assez fulgurante du nombre d'étudiants chinois. Donc ça, c'est la courbe en bleu, mais dont le nombre va commencer à baisser à partir de 2006. Je ne saurais expliquer ça, mais bon, il faudrait que je regarde un peu ce qui s'est passé en termes à la fois de coopération. Peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de coopération à un moment donné avec la Chine. En tout cas, c'est une volonté affichée du gouvernement actuel d'attirer de plus en plus d'étudiants des pays dits émergents et développés par rapport aux étudiants originaires d'Afrique. Alors, on pourrait également penser que cette politique de l'immigration choisie, et notamment le plan Bienvenue en France, va avoir un effet sur la réorientation des étudiants vers certaines filières, qui vont être des filières plus valorisables sur le marché du travail. Donc, par exemple, tout ce qui est économie, gestion, commerce, mais aussi génie et sciences. Et en fait, ce qu'on voit dans les données, c'est que les lettres et sciences sociales sont toujours les disciplines dans lesquelles s'inscrivent le plus grand nombre d'étudiants étrangers. Donc, c'est la courbe en vert, qui a quand même continué à progresser pendant toute la période. Et on voit une très forte progression du nombre d'étudiants étrangers inscrits dans des disciplines liées aux sciences. Selon les données de Campus France, entre 2010 et 2015, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans une formation d'ingénieur aurait augmenté de 30%, et ceux inscrits dans les écoles de commerce, de gestion et de vente de 46%, ce qui est quand même très important. Donc on pourrait dire qu'il y a déjà une réorientation des flux étudiants étrangers vers ce type de formation, dont on pourra voir l'effet dans les années à venir. Alors, ce que je voulais finalement dire avant de conclure, c'est que étant donné le pas de plus que fait le plan Bienvenue en France dans l'instauration de frais d'inscription différenciés entre les étudiants européens et non européens, va probablement avoir pour tendance d'accélérer ces reconfigurations des mobilités étudiantes qu'on commence déjà à voir, va probablement avoir comme effet d'attirer encore plus des étudiants aisés, de privilégier les étudiants des pays dits émergents ou développés avec lesquels la France veut faire de plus en plus de partenariats économiques. Donc les deux sont aussi liés, c'est une question géostratégique. On vient d'en parler, privilégier certaines filières de formation par rapport aux d'autres, ce qui va probablement impliquer le fait que certaines disciplines des lettres et sciences sociales vont péricliter parce que certaines d'entre elles misent beaucoup sur les étudiants étrangers. Elle va également probablement avoir comme effet de détourner une partie de la population étudiante étrangère des universités pour les réorienter vers les écoles, les grandes écoles, les écoles de commerce, etc. Et augmenter les inégalités entre les établissements. Donc renforcer certains pôles d'excellence plutôt situés à Paris plutôt que dans les régions. Puisque si les étudiants doivent payer plus cher, eh bien, ils auront plus tendance probablement à choisir certaines formations et certaines universités par rapport à d'autres. Alors, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que
finalement, aux étudiants africains qui, de par leur nombre et leur grande proportion dans les mobilités étudiantes en France, vont probablement être ceux qui vont être les plus touchés par ce plan-là. Et par ailleurs, dans ce plan, ce qu'on leur propose, c'est plutôt de rester dans leur pays d'origine, d'avoir accès à des formations, mais qui vont être payantes. Et ça va également servir, selon certains auteurs, à pouvoir plus faire le tri et sélectionner les meilleurs étudiants parmi eux, mais aussi les mieux économiquement dotés, qui, eux, auraient le droit de venir poursuivre par la suite des études supérieures en France. Donc, encore une fois, on peut voir comment politique d'enseignement supérieur et politique migratoire peuvent s'enchevêtrer et contribuer à un plus grand contrôle et une plus grande sélection des migrations vers la France. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce que je viens de dire, un site a été créé suite aux mobilisations du collectif des Carrés Rouges qui s'appelle universitéouverte.org et qui recense beaucoup d'analyses qui ont été produites pendant toute la période par des chercheurs et des étudiants sur le sujet. Et beaucoup de vidéos d'analyse de la stratégie et de ses implications. Donc, on a une page Mobilite qui porte plutôt sur les mobilités étudiantes et scientifiques vers la France. La page du collectif ACID qui travaille sur les transformations de l'enseignement supérieur en France. Il y a beaucoup aussi d'analyses et de publications. Et puis, là, je vous avais mis quelques références pour aller plus loin. Et je pense qu'on pourra les mettre sur le site web de l'espace Mendes France. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, on peut discuter maintenant. Merci. À vous. Merci beaucoup, Lama. C'était très intéressant et surtout en plein cœur de l'actualité, comme tu l'as montré. Moi, j'avais deux questions. Alors, une très très simple, juste parce que j'ai pas compris cette histoire de carré rouge. Donc, tu as expliqué que ça venait du Canada, mais est-ce qu'on sait d'où vient ce carré rouge? Quelle est sa symbolique en fait? Parce que je ne sais pas du tout. Et ma deuxième question, qui est aussi, plutôt une remarque d'ailleurs, c'est cette idée d'attirer les étudiants encore plus aisés. Est-ce qu'on a une idée ou pas de cette attraction des futurs étudiants aisés, parce que finalement on va augmenter les frais d'inscription, mais les augmenter, ça n'engage en rien à l'augmentation de la formation dans sa qualité en fait. Donc, en tout cas, c'est le raisonnement que j'ai eu quand il y a eu le discours d'Edouard Philippe en me disant mais oui, ok, on va augmenter les frais d'inscription en disant si c'est cher, c'est forcément de qualité, mais pas forcément. Voilà. Est-ce que je réponds déjà? Ouais. Ça, c'est intéressant parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Comme ça me donne l'occasion d'en parler. Je vais répondre d'abord à la deuxième question. En fait, donc oui, ça, c'est un argument économique qui est beaucoup utilisé sur le fait qu'un indicateur de qualité de l'enseignement serait le coût de l'enseignement. Mais en fait, ça, c'est plutôt la conception anglo-saxonne de l'enseignement. Donc, en fait, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que le gouvernement actuel veut de plus en plus ressembler au modèle anglo-saxon d'enseignement supérieur. Or, il y a quand même beaucoup de différences entre la France et le Royaume-Uni ou les États-Unis. Et en fait, la valeur du diplôme français sur le marché du travail n'est pas la même dans les pays africains ou dans des pays comme les États-Unis ou la Chine ou le Brésil. Donc, l'idée de penser qu'une hausse des frais et puis des formations qui auraient vraiment un lien direct entre formation payante et de plus en plus chère et attraction de plus en plus d'étudiants internationaux, c'est penser que les étudiants américains vont choisir tout à coup plus la France parce que les formations coûtent de plus en plus cher. Or, dans les résultats de notre enquête, on voit bien que une des raisons principales pour lesquelles ils choisissent la France, c'est aussi parce que c'est pas trop cher par rapport à leur pays à eux et que par ailleurs ils vont venir chercher des formations qui ne sont pas disponibles aux États-Unis.
Mais dans l'idéologie de cette stratégie, le gouvernement voudrait plutôt investir dans des formations qui sont plutôt des formations de commerce, de génie, qui existent déjà au Royaume-Uni et aux États-Unis, et dévaloriser les formations qui font un peu aussi la réputation de la France, c'est-à-dire les formations en lettres et sciences sociales. Donc c'est complètement contre-productif parce que non seulement on va probablement désinvestir dans les formations qui attirent beaucoup d'étudiants internationaux, et qui font la valeur ajoutée de la France, si on veut parler comme ça, par rapport à d'autres pays. Mais en plus, pour que vraiment l'idée du coût de la formation puisse être mise de l'avant, il faudrait que les formations deviennent vraiment, vraiment, vraiment très chères. Donc ça ne suffirait pas d'augmenter jusqu'à 2500 euros pour la licence, par exemple. Il faudrait faire une multiplication par 5 au moins des frais d'inscription, mais qui n'aurait probablement pas du tout un effet sur l'attraction de plus d'étudiants internationaux vers la France. Sur le symbole du carré rouge, en fait, ça a d'abord été utilisé par un mouvement contre la précarité et la cherté de la vie au Québec en 2004. L'idée du rouge, c'est quand même le symbole de ce genre de lutte. Et puis le carré, c'est parce qu'il est tout petit. En fait, j'en ai un, mais j'ai oublié. C'est très dommage que je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais bon, c'est très petit, c'est très visible. Et donc, c'était un peu un symbole facile à porter et que les gens au Québec reconnaissaient tout de suite. Et puis, en 2012, ça a été vraiment popularisé par les étudiants québécois. C'était une lutte qui a duré très longtemps et qui a eu beaucoup d'impact sur la société québécoise. Et ensuite, le carré rouge a été exporté dans d'autres pays comme la France, mais aussi dans d'autres contextes où il y a des combats actuels contre la hausse des frais d'inscription. Donc c'est maintenant un peu devenu le symbole de la lutte contre la hausse des frais d'inscription. Alors justement, pour poursuivre sur la hausse des frais d'inscription, comme tu faisais le parallèle entre voilà, un gouvernement qui essaye de plus en plus ressembler au modèle anglo, est-ce que toi tu vois dans cette réforme Bienvenue en France une sorte de première étape aussi vers, voilà, on met le doigt dans l'engrenage de la hausse des frais d'inscription parce qu'on voilà, on le sait, hein, il y a eu quand même des conseils auprès du gouvernement pour dire qu'il faut qu'on passe à des frais d'inscription élevés pour tout le monde aussi. Oui. Donc est-ce que c'est un signe, selon toi aussi, d'une transformation de notre modèle d'université publique pour tout le monde, quoi ? En fait, plusieurs économistes français ont travaillé sur cette question-là. Donc, le collectif ACID a produit beaucoup d'analyses là-dessus. Et eux, ils montrent très bien que dans tous les pays, la plupart des pays où la hausse des frais d'inscription a été instaurée pour une partie de la population, par exemple pour les étrangers, elle s'est très rapidement, dans les 3, 4, 5 années d'après, elle a été élargie à l'ensemble des étudiants. Et par la suite, la progression des frais d'inscription a beaucoup augmenté. Le cas du Royaume-Uni est l'exemple qui est toujours cité, enfin toujours le mauvais exemple qui est cité pour montrer ça. Par ailleurs, ces économistes-là ont montré qu'en fait, cette stratégie, ils ont appelé ça la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des fuites durant la campagne présidentielle de Macron, donc les Macron Leaks, qui ont montré qu'un rapport avait été produit pour dire qu'en fait, pour que l'université en France devienne rentable, il faudrait augmenter beaucoup plus les frais d'inscription et les généraliser à l'ensemble des étudiants. Et que ce serait plus facile de faire passer la pilule si d'abord on l'appliquait aux étudiants étrangers. Ça ne ferait pas trop de vagues parce que d'abord les étudiants étrangers ne vont pas trop se mobiliser, notamment pour des questions de papier. Ils n'ont pas trop envie d'être en vue. Par ailleurs, la population ne va probablement pas trop se mobiliser autour d'eux. Qu'une fois qu'il est accepté que les frais d'inscription peuvent être payants beaucoup plus chers à l'université, à un moment donné, on va dire en fait, tout le monde devrait payer pareil. Et donc, on va augmenter les frais pour tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, on va petit à petit arriver jusqu'à des sommes très élevées. Donc, oui, la plupart des gens qui analysent ces questions-là disent qu'en fait,
c'est un premier pas vers une tendance généralisée, vers une plus grande marchandisation de l'enseignement supérieur et la généralisation de la hausse des frais. Deux petites questions. Tu as évoqué la délocalisation, en fait. Donc, à qui est délégué ou à qui est-il prévu de déléguer cette délocalisation? Est-ce aussi une privatisation? Est-ce que c'est à des universités locales? Est-ce que c'est à des universités françaises? Est-ce que ça va favoriser la privatisation de l'enseignement supérieur dans ces pays d'origine où c'est délocalisé? Et puis, tu as mis en regard la politique de l'enseignement supérieur et la politique migratoire. Mais quid de la politique étrangère et de la francophonie, en l'occurrence, puisque il me semble qu'au début de ta présentation, tu évoquais qu'il y avait un lien avec les 19 pays africains, si je ne me trompe. Oui. Tu as aussi évoqué le fait que le choix des étudiants était étroitement lié à la proximité linguistique et historique. Donc ça veut dire que dans tous ces pays, la France a formé pendant des générations les élites. Donc ça a des incidences sur la politique étrangère, mais aussi les intérêts économiques de la France à moyen ou à long terme dans ces pays. Donc est-ce que le gouvernement a été interrogé sur ces points-là et quelles sont les réponses apportées? Ben, c'est intéressant comme question. Sur la première, je ne connais pas trop encore ce qui est en train de se passer, mais je sais par exemple qu'en fait, il y a deux types de formations transnationales qui sont proposées. Donc ça peut être soit des antennes d'universités françaises qui vont ouvrir, par exemple, au Sénégal, dans des campus internationaux, mais dans ces pays, quand elles vont être implantées au Sénégal, ben, ce ne sera pas gratuit en fait, ça va être des formations payantes. Donc c'est pas vraiment une privatisation puisque les universités françaises ne sont pas privées, mais c'est quand même l'entrée dans le système universitaire français de pratiques marchandes. Donc, ce n'est pas de la privatisation au sens américain du terme, mais c'est quand même une forme de marchandisation de l'enseignement supérieur. Donc, l'idée, c'est soit de délocaliser des antennes, ou alors de faire des partenariats entre des universités sénégalaises et françaises, et d'ouvrir, par exemple, des formations binationales. Donc, je pense qu'actuellement, le gouvernement cherche encore sa stratégie en la matière, mais l'AFD va probablement être sollicité comme maître d'ouvrage de ces nouveaux campus internationaux. Et je ne pense pas que ça se fasse de manière très harmonieuse. Je pense qu'il y a quand même des acteurs aux intérêts divergents et que tout le monde n'est pas d'accord sur cette stratégie. Alors, tout à fait, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, on pourrait dire qu'on voit très bien l'imbrication entre politique d'enseignement supérieur, migratoire et politique étrangère. Et ce qu'on pourrait dire à travers ce qui est proposé en matière d'enseignement supérieur, c'est que ça montre bien la nouvelle orientation de la politique étrangère de la France envers l'Afrique et envers les pays dits émergents et développés. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est que en gros, maintenant, on n'est plus trop intéressé à voir venir des Africains en France. Moi, je lis ça comme ça. Et ce qu'on va proposer aux étudiants africains, c'est donc de rester chez eux, de bénéficier de l'excellence de la formation française tout en restant chez eux, et de sélectionner encore plus ces étudiants, puisque, comme c'est dit dans le plan et dans ce qui est déjà en train de se développer, c'est surtout les pays d'Afrique francophone qui sont ciblés par les formations transnationales. Alors, par ailleurs, on peut lier le fait que la France veut de plus en plus faire de partenariats avec les pays émergents et développés, dans le contexte aussi de ce qu'on a appelé l'économie de la connaissance, qui fait que les universités maintenant sont aussi évaluées sur leur capacité à attirer des étudiants de pays émergents et développés. Donc, il y a toute une réorientation des profils des étudiants, mais aussi donc des travailleurs qualifiés, puisque une grande partie des étudiants vont rester après en France et vont faire partie
des grands chercheurs ou de ceux qui vont produire l'innovation en France. Et effectivement, je pense que en étudiant Bienvenue en France, on peut étudier les trois types de politiques et voir que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la France. Donc là, on est peut-être à un moment où les trois convergent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, mais souvent, ce sont des logiques qui sont en compétition et dépendamment des gouvernements en place, l'une ou l'autre va plutôt prévaloir. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous avez des questions. Est-ce que sur cette année, du coup, voilà, quand on travaille à l'université, on a tous eu un peu des moments, genre un peu d'étonnement quand il n'y avait aucun dossier Campus France qui arrivait à être évalué, un peu genre, effet direct de la politique, plus personne ne veut venir, enfin... Bon, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Est-ce que tu sais un peu... Là, concrètement, cette année, en tout cas, quel effet ça a eu? Ou il n'y a pas du tout de visibilité pour l'instant En fait, selon les données qui ont été produites dernièrement par le gouvernement, il n'y aurait pas eu une baisse du nombre d'étudiants étrangers en France. Par contre, on ne sait pas du tout si les profils des étudiants ont changé. Parce qu'on n'a pas de visibilité sur les demandes. Donc, on sait juste le nombre, on connaît le nombre d'entrées. En tout cas, c'est ce qui a été publié. Mais on n'a pas de données sur... en tout cas, les données n'ont pas été publiées sur les demandes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que plusieurs universités et plusieurs départements ont montré qu'à des périodes... L'année passée, lorsqu'il fallait faire les inscriptions, il y avait beaucoup moins de demandes de Campus France d'inscriptions par Campus France que par le passé. Donc apparemment, ça a eu un effet sur le nombre de demandes introduites. Mais vu que les données du gouvernement ne sont pas les données sur les titres de séjour, on ne les a pas par pays d'origine des étudiants, on ne sait pas trop si ça a affecté, quels étudiants ont été affectés par ces mesures en fait. Et pour renforcer ce que tu dis, il y a eu des négociations bilatérales. Je sais qu'avec le Sénégal, il y a eu des négociations pour que les étudiants sénégalais ne soient pas affectés par ça. Donc c'est assez ambigu comme position. Merci beaucoup Lama, c'était super intéressant. Alors moi j'ai une question un peu floue. Je vais faire mon possible pour que ça soit clair. Quand j'ai travaillé un peu au ministère des Affaires étrangères pendant 6 mois, et je travaillais dans la section éducation dans les pays en développement. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on rédigeait plein de rapports valorisant le français dans nos anciennes colonies, disant que c'était vraiment la priorité, c'est le plus important d'apprendre le français. Et je me demandais s'il y avait des travaux qui mettaient en lien cette promotion du français dans nos anciennes colonies et la mise en place de ces antennes, ces universités françaises payantes dans ces pays francophones. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne saurais pas dire. Moi, je sais pas, j'ai pas vu de choses là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. J'ai pas trop d'idées sur ça. Mais en fait, je sais pas, je pense qu'on l'a pas écouté, mais dans le discours d'Édouard Philippe, en gros, maintenant, l'idée, ce n'est plus de renforcer la francophonie là où elle existe, mais la manière de présenter Bienvenue en France, c'est de pouvoir projeter la francophonie ailleurs. Donc, d'où l'idée d'aller vers des pays où il y aurait moins de francophones. Oui, alors merci pour votre présentation. C'est un sujet que je ne connais pas très bien et qui, pour moi, appelle plein de questions. La question principale pour moi, c'est est-ce que finalement ça relève d'une vraie stratégie ultralibérale de marchandisation de la formation au sens large, ou est-ce que c'est juste des opportunités qui sont saisies un peu à la va-vite dans un contexte où la France n'a pas de stratégie éducative globale et ni de positionnement à l'international tel que ça vient d'être évoqué. Et du coup, je voudrais savoir quelle est la position. Est-ce que le cadre européen joue un peu là-dessus? Par exemple, je pense à Erasmus. Est-ce qu'il y a des contre-effets par rapport à ce que vous venez d'évoquer?
Parce que, et est-ce qu'il y a aussi pas d'enjeu simplement parce qu'on a parlé de bilatéral, mais on cherche aussi à placer nos étudiants en Chine dans une université qui coûte très cher, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne dans une université qui coûte très cher. Donc on paye sur des fonds européens ou sur des fonds français pour pouvoir envoyer nos étudiants là-bas sans que ça leur coûte plus cher qu'ici. Par contre, du coup, les leurs viennent chez nous à moindre coût. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui simplement rentre en ligne de compte? Une espèce de rétablissement d'une forme de parité, je ne sais pas comment le qualifier, juste sur ces polarités-là, hémisphère nord. Sur la première question, je n'ai pas très bien écouté en fait. Je suis désolée. Ah oui, c'est ça. Donc sur la oui. Oui. En fait, sur la question de la stratégie, je crois que les deux ne sont pas contradictoires en fait. Je pense que si on regarde les différentes réformes en cours, pas seulement dans l'enseignement supérieur, oui, mais pas que dans l'éducation, dans d'autres secteurs de l'économie par exemple, ou les différentes restructurations en cours en France montrent bien que c'est un gouvernement qui essaye de mettre en place une politique de plus en plus libérale. Et ce qu'on peut voir on peut aussi voir jusqu'où il est prêt à aller, puisqu'en fait, ce plan Bienvenue en France, il a vraiment été critiqué par tout le monde. Même dans le cadre d'un rapport de concertation que la ministre avait commandité, qui montrait bien que la plupart des experts qui ont été interrogés montraient que ça n'avait aucun sens, en fait. Et il y a plein de contradictions, donc je vous en ai parlé un peu, mais il y a énormément de contradictions entre les objectifs affichés et les moyens d'y parvenir. Donc ça voudrait plutôt dire qu'on a un gouvernement qui s'en fiche un peu et effectivement, on a aussi l'impression que ça n'a pas trop été pensé, parce que quelqu'un qui connaîtrait les dynamiques de l'enseignement supérieur et des mobilités étudiantes n'aurait jamais produit un document comme ça, même pour que ça passe plus facilement. Donc je dirais que c'est pas contradictoire, que c'est peut-être... oui, c'est ça. Et en plus, c'est un arrêté, donc en fait, ça passe pas par une loi et ce n'est pas voté. Donc c'est juste un arrêté qui est sorti, mais qui pourrait aussi, dans un an, ne plus s'appliquer, comme ça a été le cas avec la circulaire Guéant. Donc voilà, sur ce sujet-là. Après, sur la question de Erasmus, je ne sais pas trop, en fait, si... En gros, actuellement, le recours qui est fait au Conseil d'État, c'est aussi en prenant en compte le fait qu'au niveau européen, la question de la discrimination, elle est interdite. Ce n'est pas juste au niveau de la Constitution française. Donc là-dessus, il y a un jeu qui est fait entre la France et l'Union européenne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et sinon, pour le fait que ce serait un espèce de moyen de faire comme pour que les étudiants américains payent aussi ou les Anglais payent aussi. Mais en fait, ce ne sont pas vraiment eux qui vont être les plus touchés. Donc on pourrait dire que cette mesure, elle a d'abord été faite pour les étudiants africains plutôt que dans une optique de faire la même chose et d'appliquer les mêmes taux qui s'appliquent aux Américains et aux Anglais. Je ne suis pas trop sûre que ce soit lié à ça. Moi, je voudrais revenir dans les mobilisations sur le recours juridique au Conseil d'État et notamment à ce que disait Brenda tout à l'heure sur l'augmentation en fait qui va être visée derrière. En gros, tous les étudiants vont payer la même chose et vont payer encore plus. Est-ce que l'effet pervers d'une réponse potentielle du Conseil d'État sur oui, on ne peut pas avoir une inégalité entre les étudiants, peu importe la nationalité, ça ne serait pas bon, du coup, si on ne peut pas augmenter que certains, on va augmenter tout le monde. Est-ce que ça, j'imagine que ça a été pensé par les personnes qui font le recours. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais revenir sur qui est derrière ce recours juridique? Je ne sais pas si tu l'avais mis. En tout cas, le syndicat des avocats de France était partie prenante des mobilisations et était derrière ce recours. Donc, à appuyer les organisations qui ont fait ce recours, qui sont des associations étudiantes,
plusieurs associations, syndicats étudiants et associations étudiantes. C'était où? Je ne sais plus. Je ne l'avais pas mis. Donc, c'était des syndicats étudiants et il y avait le SNESUP aussi. Et puis, il y avait des associations étudiantes et ils étaient appuyés par le syndicat des avocats de France. Alors, en fait, je ne suis pas juriste, je ne connais pas très bien mais en tout cas, il y a une analyse sur Université ouverte qui parle de ça. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'en fait, dans la Constitution, il n'est pas interdit que l'éducation soit payante. En gros, c'est formulé de manière un peu vague en disant que il faut que tout le monde puisse avoir accès à une éducation et que même s'il y a des frais d'inscription qui sont instaurés, il ne faut pas qu'ils soient prohibitifs. Mais il y a un flou sur qu'est-ce qui serait prohibitif ou pas. Et donc, c'est là-dessus que ça va se jouer probablement. Mais donc, ça pourrait être une réponse de dire on va augmenter pour tout le monde. Mais à ce moment-là, jusqu'à quel niveau ça passerait d'augmenter? Jusqu'à quel niveau ça passerait pas? Ouais, mais c'est une vraie question. Mais je pense que si c'était le cas, là, il y aurait beaucoup plus de gens qui descendraient dans la rue. Alors moi, je te demanderais peut-être, en réponse à parfois quand on discute avec des gens qui nous disent bah oui, mais bon, regarde, au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est vachement bien. Quand on va là-bas, on est super bien. Les conditions d'études et de travail sont super et tout. Est-ce que toi, tu as parce qu'il y a d'autres modèles universitaires aussi que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Est-ce que toi, tu connais des modèles d'enseignement supérieur qui te semblent... bon, le nôtre, il est gratuit et c'est super gratuit. Presque gratuit, c'est super pour ça, mais il a aussi des soucis. Est-ce que toi, tu as des modèles qui te semblent intéressants à aller voir? Mais en fait, par exemple, il y a le modèle allemand, parce qu'en Allemagne, ils avaient aussi décidé d'instaurer une hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers il y a quelques années. Et au bout de 2 ans, je pense, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une baisse des effectifs d'étudiants qui venaient et ils ont complètement changé leur stratégie. Aujourd'hui, l'Allemagne, elle devient de plus en plus attractive et ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement ils ont annulé cette hausse des frais, mais en plus, ils ont plutôt mis l'accent sur la facilitation de la transition entre le statut étudiant et le statut de travailleur. Donc ça devient de plus en plus facile en Allemagne pour des étudiants, pour des diplômés, des étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme, d'être intégrés sur le marché du travail. Ce qui est quelque chose, par exemple, dans lequel la France pourrait investir plus plutôt que sur la question de la hausse des frais. Donc en fait, oui, il y a d'autres exemples qui existent ailleurs et qui ont pu montrer qu'il y a d'autres modèles possibles. Et sur le cas de l'Angleterre, la plupart des études ont montré l'effet très négatif que ça a eu sur les étudiants anglais, cette instauration de la hausse des frais, mais qui est beaucoup plus grande qu'ici en France, et qui a énormément entériné la sélection sociale, mais pas que. Donc à la fois sélection sociale et donc reproduction sociale de ceux qui peuvent faire des études, mais aussi la création de travailleurs de plus en plus dociles, parce que les diplômés qui sortent de l'université anglais sont tellement endettés qui ne vont jamais contester leurs conditions de travail. Il y a eu des études là-dessus qui montrent bien ça. Donc ça, c'est un autre effet que pourrait avoir l'instauration d'un système où les études seraient tellement payantes qu'en fait, on passerait sa vie à rembourser les dettes qu'on a eues pour étudier. Dans le redéploiement des étudiants africains vers d'autres horizons que l'horizon français, on voit que ce soit Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, on voit qu'il y a une attractivité dans leur esprit du Canada, outre le fait éventuel pour une partie du Canada de la proximité linguistique. Est-ce que ça s'explique par d'autres critères? Oui. Oui, et d'ailleurs, ça m'amènera aussi à parler un peu d'un autre effet dont je n'ai pas eu le temps de parler, du fait que ce qui va probablement se passer, c'est que si la hausse des frais est instaurée et qu'elle s'accélère, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir
une réorientation des flux étudiants vers d'autres pays, parce que de plus en plus de pays investissent dans leur système d'enseignement supérieur, comme on l'a vu, et maintenant les étudiants africains vont aussi beaucoup dans les pays du Maghreb pour faire leurs études. Sinon, sur la question du Canada, en fait, je pense qu'il y a deux moyens pour, en tout cas, deux possibilités qui sont offertes au Canada. Donc, soit on a de l'argent et on est capable de payer des études assez élevés, des frais de scolarité assez élevés. Et le Canada, c'est pas du tout homogène. En fait, on a un système au Québec qui est très différent du reste du Canada. Donc, dans le reste du Canada, c'est plutôt le modèle anglo-saxon, des études très chères, des formations très chères. Au Québec, c'est pas les mêmes niveaux de frais de scolarité qui sont demandés que dans le reste du Canada. Et par ailleurs, il y a des bourses, pas seulement du gouvernement, mais aussi de fondations privées qui permettent à des étudiants africains de venir faire leurs études au Canada. Sauf que un des problèmes aussi qu'on peut voir avec ce système de bourse, c'est que lorsqu'elles sont financées par des fondations, souvent c'est sur des sujets particuliers. Par exemple, moi, j'ai fait mes études au Canada, au Québec, à l'Université de Montréal, au département de démographie. Il y avait beaucoup... En fait, le programme doctoral reposait sur les étudiants étrangers, principalement africains, mais ils venaient tous pour étudier la santé de la reproduction, parce que les bourses de la fondation qui les finançait voulaient valoriser ce genre d'études. Et c'était aussi des recherches sur des aspects très spécifiques de la santé de la reproduction. Donc, ça, c'est un autre des problèmes lorsque les études deviennent payantes et que les étudiants passent par les bourses. Ça ne veut pas dire qu'ils vont choisir vers quelle filière ils vont s'orienter et quel type de recherche ils vont produire, surtout. Pardon, c'est la deuxième question que je pose, après je m'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas du coup aussi des enjeux de démographie quand même, et du coup de main-d'œuvre, parce que on a parlé de l'Allemagne juste avant, qui est quand même une démographie qui est un peu en berne, et du coup une problématique d'attractivité pour de la main-d'œuvre, et ça vaut aussi pour le Canada, il me semble, effectivement avec des géométries diverses entre la façade ouest et est, et la partie anglo-saxonne. Ça, vous confirmez ou... Oui, tout à fait. Il y a tout à fait un enjeu démographique et économique, et il y a un manque dans plusieurs pays développés de travailleurs hautement qualifiés. Donc en fait, la mobilité étudiante sert aussi de moyen pour attirer des travailleurs qualifiés qui vont coûter beaucoup moins cher que des travailleurs nationaux lorsque le système d'éducation n'est pas privé. C'est-à-dire que les étudiants en mobilité qui viennent en France, par exemple, ils ont fait leurs études dans un autre pays. Donc la France n'a pas payé pour leurs études. Ils arrivent en France, ils font une licence, un master et un doctorat. Après, ils commencent à travailler. Donc le coût que la France aura investi dans ces étudiants-là est beaucoup moindre que celle qu'elle investira dans un étudiant français. Si on veut calculer ça de cette manière-là, c'est tout bénéfice finalement. Après, sur la question du marché du travail, au Canada, il y a un autre problème qui se pose, parce qu'effectivement, on a des pays qui vont mettre des systèmes de facilitation de l'entrée sur le territoire, de l'octroi de titres de séjour. La naturalisation est beaucoup plus facile qu'en France, selon certains critères, et si on rentre par certains canaux d'immigration. Mais après, au Canada, se pose la question de à la fois l'équivalence des diplômes lorsque les gens ont fait leurs études à l'étranger, mais même pour les personnes qui ont fait leurs études en France, mais qui sont issues de l'immigration. Plusieurs recherches ont montré qu'il y avait beaucoup de discrimination sur le marché de l'emploi. Donc, beaucoup de ces étudiants qui sont devenus des diplômés, qui sont très qualifiés, se retrouvent dans des emplois beaucoup moins qualifiés que leur diplôme. Donc, ce n'est pas forcément des pays, en tout cas le Canada n'est pas forcément, à mon avis, un modèle si exemplaire à ce titre-là. Mais les étudiants, je ne vous vois pas trop poser de questions. C'est par timidité ou...
Oui, moi j'ai juste une question, parce que simultanément à cette mesure, cette année, ont été annoncées aussi une augmentation du nombre des bourses pour essayer peut-être de pallier justement cette année le nombre d'inscriptions, en tout cas en réaction à la hausse des frais de scolarité. Campus France a annoncé qu'il y aurait beaucoup plus de bourses mises en place. Alors, je voulais savoir si on avait une idée de la pérennité de cette augmentation des bourses, éventuellement aux étudiants, et deuxièmement de savoir si le fait d'offrir plus de bourses était aussi un moyen de rediriger, en tout cas d'avoir une stratégie sur les filières notamment. Oui. Oui, c'est intéressant aussi comme question. En fait, déjà, les bourses, je ne me rappelle plus maintenant des chiffres qui avaient été avancés, mais ils ne permettent pas du tout de pallier la hausse des frais d'inscription. Et par ailleurs, effectivement, déjà en France, il y a des bourses qui sont orientées vers certaines formations, par exemple les bourses Eiffel. Donc c'est quelque chose qui existe déjà et qui est de plus en plus développé par rapport aux anciennes bourses du gouvernement français, qui étaient des bourses ouvertes à toutes les disciplines. Donc à travers ce système de bourses, il y a aussi une réorientation vers certaines filières, commerce, vente, génie, tout ça. Et sur la pérennité des bourses, ben non, il n'y a aucune garantie et il n'y a pas de manière de demander des comptes au gouvernement l'année prochaine par rapport à ce qu'il a dit cette année. Donc non, pas du tout. Bien. Sur cette question, merci beaucoup pour votre conférence. Et puis, je vous invite à regarder la suite des programmations, les autres cycles proposés outre celui-ci. Et le prochain rendez-vous, c'est le 5 novembre avec Thomas Firsch sur les grands-parents italiens à Paris. Voilà. Bonne soirée à toutes et tous. Merci. Merci.